Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Mélissa Lavaux, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un petit café à Ménilmontant. Vous avez un parcours très riche, un album très riche et magnifique aussi, qui est sorti il y a un an. Vous êtes né à Montréal, donc au Québec francophone, et vous grandissez à Toronto et Ottawa, Canada anglophone, avec vos parents qui avaient fui Haïti à cause de la dictature. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique, à part Martha Jean-Claude, dont nous allons reparler? Quel a été votre berceau musical avec cet environnement? Est-ce que c'était de la musique québécoise ou canadienne anglophone ou française, francophone, haïtienne? Plutôt un mélange de musique haïtienne et de musique canadienne anglophone qui parlait, pas seulement canadienne anglophone, mais aussi juste nord-américaine anglophone qui passait à la radio. J'ai toujours été une grande fan de la radio, donc je faisais mes petites compilations, perso des mixtapes. Ça a toujours été de très très grande importance pour moi. Je sais pas, il y a quelque chose où, pas nécessairement que j'avais envie d'être reporter, mais j'avais vraiment envie de m'exprimer par les morceaux des autres. J'ai des mixtapes, du coup on enregistre des morceaux qui passaient à la radio et en fait je faisais exprès d'avoir un certain ordre assez spécifique. Vous faisiez vos playlists? Oui, c'est assez important pour moi. D'accord. Donc Martha Jean-Claude vous a marqué, influencé. Moi, je ne la connaissais pas avant de découvrir que vous la citiez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous touche particulièrement chez elle et nous la présenter un petit peu? C'était une chanteuse haïtienne qui était aussi une militante des années 30 et jusqu'aux années 90, à sa mort. Elle a une activité qui est quand même très, très longue. Elle a connu l'occupation militaire américaine d'Haïti, mais elle a aussi, surtout, été exilée à Cuba, vu qu'elle était en conflit avec un président fasciste haïtien. Du coup, elle se faisait régulièrement jeter en prison. Et au bout de sa troisième grossesse, elle était enceinte. Et on l'a jetée en prison et elle est sortie. Et son mari, qui était journaliste cubain, lui a dit « Allez, on part. On n'a pas besoin de voir ce qui arrive après. » Et ils sont partis à Cuba. Ils ont passé 34 ans. Elle a développé l'équivalent d'un SACEM à Cuba. Là-bas, mais elle a fait toute une carrière musicale et ses enfants ont même créé un groupe qui s'appelle Macodal. Sa fille, encore chanteuse aux Pays-Bas. Donc, il y a vraiment une tradition dans cette famille d'auteurs-compositeurs, mais aussi de transmission de la culture haïtienne, même de l'étranger. Donc. Et en dehors de sa personnalité, vous, quand vous étiez petite, le vinyle tournait chez vous, je crois, ou par la radio, je ne sais pas. Vinyle. Et donc, c'est sa voix qui vous touchait? C'était pas encore le parcours d'engagement? Moi, c'est le disque qu'avait récupéré ma mère de son frère, je pense, qui habitait en Guadeloupe. Et d'ailleurs, c'est ce frère-là qui, quand j'ai visité mon oncle en Guadeloupe, c'est lui qui m'a filé le disque original qu'on avait quand on était plus jeune. Parce que ma mère, depuis, elle voyageait, elle a rendu pas mal d'affaires à tout le monde. Et du coup, ce disque, il est dans la famille depuis longtemps. C'est marrant que ce soit le même que j'ai écouté quand j'étais plus jeune. C'est presque un objet magique, un objet sacré. Et donc, du coup, vous avez commencé à chanter où? J'ai commencé à chanter au Canada quand j'étais en pleine étude universitaire. D'accord. Votre premier public, c'était un public universitaire? On pourrait dire que le premier public était le public universitaire parce que je jouais au bar, au café étudiant, mais c'était plutôt tout ce qui était scène féministe, militante. Sur les petites actions qui peuvent avoir de l'impact, je connaissais la légende du colibri, l'effet papillon. Je ne connaissais pas ce que vous avez posté sur Facebook lorsque votre album Radio Sewell est sorti. Le pipi du crapaud entraîne l'inondation de la rivière. Oui. Voilà, même les plus petites actions ont un impact colossal. Moi, je le dis en français, mais évidemment, c'était vous pouvez nous le dire en créole? Oui. Non, parce que du coup c'est une citation et du coup c'est pas dans ma tête tout de suite. Genre, je suis pas. Ah d'accord. Je suis pas créolophone fluente. Ok, donc même les plus petites actions ont un impact colossal. Et c'était en fait presque il y a un an pile
Oui. puisque votre album est sorti le 2 février 2018 et nous sommes le 31 janvier 2019. Quel impact souhaitiez-vous qu'il ait cet album ? Moi, j'avais juste envie que les gens connaissent une histoire d'Haïti qui n'était pas celle de la dictature ou bien des tremblements de terre, des séismes, des inondations d'ailleurs. Moi, j'avais envie que les gens connaissent Haïti comme une démocratie, une république indépendante, et la première république noire indépendante d'ailleurs, et spécifiquement noire parce que c'était dans la première constitution haïtienne, c'était république noire. Donc il fallait se déclarer, pour se déclarer haïtien, il fallait se déclarer membre de cette république noire, donc personne noire. Je trouve qu'il est assez révolutionnaire vu qu'à l'époque, il y a 150 ans plus tard, ça prend 150 ans que pas mal d'autres pays d'Amérique latine et d'Afrique deviennent indépendants. Et aussi d'Asie, pardon. En avril 2016, donc vous partez pour Haïti, la terre natale de vos parents, la terre de vos ancêtres. Vous n'y étiez pas retourné depuis ce premier voyage à l'âge de 12 ans. Vous aviez déjà ce projet d'album ou c'est né là-bas ? Le projet d'album, moi j'avais pensé en 2010. On m'avait proposé de faire un hommage à Martha Jean-Claude. C'était un commissaire d'exposition pour Agnès B, pour la fondation Agnès B, et qui voulait justement aider des Haïtiens suite au tremblement de terre. Et du coup, on m'a proposé d'organiser une soirée. Et je disais, pourquoi pas un hommage à Martha Jean-Claude. Donc j'ai commencé à faire un peu de recherche sur son travail. Et quand je cherchais la signification derrière les chansons, parce que moi j'aime beaucoup chercher ce qu'il y a derrière, je voyais qu'il y avait cette occupation militaire américaine que je ne connaissais pas en fait. Donc vous vous êtes intéressé à cette période de l'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Pourquoi cette période plus qu'une autre parmi toutes les périodes difficiles qu'ont traversées les Haïtiens ? Parce que je trouve que c'est une période qui est moins connue et qu'il y a autre manière que de représenter les Haïtiens que par les périodes difficiles, que les périodes où je trouve que c'est assez facile de présenter Haïti avec un misérabilisme dans les médias qu'on voit tous les jours. Je trouve que c'est inintéressant et on sait qu'il y a de la pauvreté, on sait que c'est le pays le plus pauvre des Amériques, mais en même temps on ne connaît pas ses richesses. Donc pour moi c'était assez important de représenter Haïti en période de crise, mais en même temps une période aussi triomphale au niveau de tout ce qu'on fait les Haïtiens pour résister et repousser la pression des occupants. Donc vous êtes guitariste, autrice, compositrice et interprète, ce qui vous a permis de faire une recréation pour cet album. Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai pris des chansons qui étaient entières. Texte et musique. Texte et musique. Si je trouvais le texte, parfois je trouvais le texte, et parfois je trouvais la musique, parfois le travail a été phonétique et parfois j'arrivais pas à trouver. Je trouvais une phrase du texte, mais je trouvais pas de musique et du coup j'ai dû composer. Cet album a été d'abord des reconversations et ensuite de la recherche. Un déplacement en Haïti et ensuite de la recherche par le biais des livres. Je crois que vous avez rencontré sur place des femmes haïtiennes artistes qui n'étaient pas soutenues mais qui étaient très déterminées, dites-vous, et qui avaient besoin d'un réseau. Est-ce que vous savez où elles en sont ? Est-ce que vous êtes restés en contact ? Est-ce que vous avez des projets avec toutes ces... Justement, le projet, c'était l'été passé, on a eu une première rencontre. Donc, l'idée pour moi, c'était si l'album cartonne et on vend des milliers de copies. Oui. Du coup, il y a énormément d'argent. Je peux prendre une partie de cet argent et je peux le faire une fondation. Après ça, on s'est rendu compte que pour une fondation, il fallait avoir 100 000 euros. Déjà, 100 000 euros, c'est pas ce que je fais en un an. Pour faire une fondation ici ou là-bas ? À partir de basée ici, parce que moi j'habite basée ici, il faut 100 000 euros. Il faut 100 000 euros pour créer une société qui s'appelle une fondation. Il faut 100 000 euros. Ouais, hallucinant. Du coup, on s'est dit, bon, ça va pas être possible. On n'a pas vendu 100 000 albums déjà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un réseau. Parce qu'en fait, l'idée, c'était qu'est-ce qui vous manque ? Parce que moi, j'habite pas en Haïti. Je ne sais pas de ce qu'est les problématiques, à part
juste quelques musiciennes qui me disaient putain c'est vraiment chiant de trouver des plans. Et ce que les femmes elles ont tendance à faire, de toute façon, les femmes, qu'importe où on soit, on a été socialisées à faire ça, c'est de partager l'information. Les femmes se communiquent énormément, on communique énormément entre nous. Ça c'est un truc de manière, on a été socialisées, qu'importe le pays, qu'importe la culture, les femmes elles communiquent entre elles. Donc elles se passent le message. Et du coup je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un réseau où on se passe le message à plus grande amplitude. Donc j'ai besoin de tel soutien, j'ai besoin de telle assistance. Avec mon film, avec mon documentaire, avec mon festival de films, il faut des bénévoles. Ah mais je fais un atelier, je veux en donner à tel... Ah mais il me faut un atelier. Et toutes ces femmes, je crois on était une vingtaine, disaient ah mais moi je peux proposer ceci, je peux proposer cela. Voici j'ai des compétences et c'est une sorte de réseau qui était slash un Skillshare, mais slash aussi quelque part où des femmes pourraient se proposer des plans où elles seraient rémunérées. Des plans que par proximité, parce qu'il y a des garçons qui se diraient oh, je vais embaucher mon pote, plutôt qu'embaucher une femme pour avoir un peu plus d'équité salariale et un peu plus d'équité dans la représentation dans chaque domaine. Ça c'était intéressant. Après ça, moi j'ai pas pu bosser dessus parce que j'étais en tournée non-stop depuis, et par contre je retiens les mails de tout le monde. Donc j'ai hâte d'écrire à tout le monde et essayer de retourner en Haïti d'ici soit la fin de l'année ou début de l'année prochaine, afin de pouvoir remettre... on y avait 20-25 mails d'artistes, des femmes entre l'âge de 17 à 25 ans, 17 à 70 ans, qui ont répondu à l'appel de cette première rencontre, qui avaient énormément à dire et qui ont envie de travailler avec d'autres femmes ou de proposer des projets à d'autres femmes. Une plateforme internet? Oui, l'idée serait de créer une plateforme où tout le monde peut s'identifier, proposer des choses et qu'il y ait une mailing list où les gens s'envoient des plans. Très bien. Il y a une autre dimension dans ces chansons qui vous a intéressé, c'est l'humour haïtien. Pour nous, c'est pas très accessible. Moi, j'ai bien lu toutes les paroles, les traductions et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se manifeste dans des chansons, cet humour haïtien? Je pense que peut-être avec la chanson Panama. Panama m'a tombé. Oui. C'est une chanson qui est tellement ancienne, mais en même temps pas si ancienne que ça parce que ça date. C'est le président qui est venu avant cette occupation militaire américaine qui se trouvait à cheval, je pense, ou bien le président juste avant ça. Donc tournant du XXe siècle, qui se retrouvait à cheval, et les Haïtiens étant superstitieux. La chanson, elle joue sur le fait que le président refuse d'être superstitieux. Son chapeau tombe à cause d'un coup de vent par terre. Il ne voit pas ça comme un mauvais signe. La personne devant lui, son escorte devant lui n'a pas envie de le ramasser. Personne derrière lui n'a pas envie de le ramasser. Donc c'est mauvais, en le prévenant, c'est très mauvaise augure quand le chapeau il tombe. Et lui il dit bon je m'en fiche, je vais récupérer mon chapeau. Il le remet sur sa tête et il meurt tout de suite après. Et je trouve que ce qui est super drôle dans cette chanson, c'est qu'il y a ce personnage, donc pouvant faire gaffe à la superstition, il faut faire gaffe aux esprits, il faut faire gaffe à ça. Après ça, il y a aussi l'humour de la légèreté du fait que les gens, des fois, ils meurent. Voilà, du jour au lendemain, quelqu'un peut mourir. Et je trouve ça beau, en fait, que la mort, elle fasse autant partie de la vie. Chez les Haïtiens, c'est quelque chose qui est culturel, pas seulement dans l'humour, pas seulement dans les livres. Si on lit les livres de Daniel Ferrière, comme Yannick Lahens par exemple, c'est quelque chose qu'on entend, mais aussi c'est quelque chose qui est présent dans tout ce qui est spiritualité. Donc si on pense au peuple premier qui habitait l'île, les Arawaks, les Taïnos, leur croyance spirituelle, c'est que les morts vivent superposés sur le monde des vivants. Et cette tradition, je ne sais pas si elle a été transmise ou c'est quelque chose qui vient aussi d'Afrique de l'Ouest, mais dans le vaudou haïtien, que les morts sont superposés, le monde des morts est superposé au pays des vivants, tout simplement. Et je trouve que c'est quelque chose qui est présent dans la culture autant que c'est présent dans la musique et les chansons. Oui, parce que le vaudou est très présent. Oui. Je me demandais, je ne suis pas allée en Haïti, mais j'étais allée passer plusieurs semaines au Bénin. Le vaudou est très présent aussi. Et je me demandais, personne n'a essayé de vous dissuader de toucher à ce sujet-là ou de... Je suis sûre que mes parents, si j'ai parlé à mes parents, qui m'auraient dissuadé de parler de ce sujet-là, autant que c'est eux qui m'ont
qui m'ont présenté les premiers disques de Martha Jean-Claude. Et dans ces disques-là, j'ai découvert des chansons de vaudouisants. Je pense qu'il y a pas mal d'Haïtiens qui ont une peur du vaudou parce que, comme toutes les religions, il y a des gens qui utilisent les religions pour les mauvaises choses. On peut parler du catholicisme, on peut parler de l'islam, on peut parler du judaïsme. Genre, n'importe quelle religion a, surtout quand il s'agit d'un établissement, a ses mauvais points et des points abusifs. Après ça, dans la pratique commune, tous les jours, et pratique personnelle, il y a quelque chose d'assez beau et il y a quelque chose de beau dans le fait qu'il y a une sorte de... Ça forge des communautés en fait. Les vaudouisants en certaines villes vivent vraiment dans une commune qui s'appelle le Lacou, pour la cour par exemple, où tout le monde se retrouve pour pratiquer le vaudou ensemble, mais aussi pour juste vivre de manière en communauté, plutôt qu'il n'y a personne qui se lâche. Il y a un dernier truc aussi, c'est que Papa Doc, lui, s'est vraiment pompé sur l'image de Baron Samedi pour vraiment faire peur aux Haïtiens. Baron Samedi, qui est une divinité de la mort. Il y a plusieurs divinités psychopompes, donc des divinités qui vivent dans le monde. Divinités psychopompes, c'est des divinités qui communiquent entre le monde de la mort et le monde des vivants. D'accord, psychopompe. Ouais. Et du coup, ces divinités-là, comme Legba, Baron Samedi, Maman Brigitte aussi, par exemple, ce sont des divinités qui font peur en fait, surtout en temps de dictature où Papa Doc, il prend l'image de Baron Samedi et dit si vous faites pas comme je vous dis, vous allez mourir. J'ai des pouvoirs, j'ai des oreilles partout. Je pense que ça, c'est un abus de la spiritualité pour en faire quelque chose de fasciste, du coup. Ça fait peur aux Haïtiens. Donc, forcément, je croyais que j'allais rencontrer des réticences. Finalement, presque personne, parce que ce que j'ai trouvé en termes d'image d'Haïti, ce sont des chansons qui ne sont pas des chansons qui cherchent à réprimer les gens, ce sont des chansons qui ont servi à les libérer plutôt, s'exprimer. Donc je pense qu'il y a très peu de gens qui m'ont dit « Ah non, il ne faut pas toucher à ça ». Ces chansons-là, elles avaient été chantées par rapport à l'oppression américaine. Je me suis imaginé que ces chansons ont été chantées par des gens qui avaient envie de retrouver une force, une confiance, un contrôle de son corps, de sa destinée. Et ça peut passer par la culture, par la spiritualité. Je pense qu'il y a énormément de gens qui prient quand les choses horribles arrivent, pourquoi pas avec la musique. Alors votre musique, votre son, votre univers sont assez loin des formatages. Vous semblez vous-même vous être émancipé des formatages, du prêt-à-penser. Quel a été votre chemin pour réussir ça, pour identifier les formatages, penser par vous-même et assumer ce que vous pensez, ce que vous êtes? Je sais pas, je pense que c'est un travail que tout le monde devrait faire. Oui, moi aussi. Tout le monde ne le fait pas. Oui, Est-ce que vous avez conscience d'un moment, parce que quand même on est tous un peu dans un moule, né de naître. Oui, on est socialisés. On arrive, voilà, avec l'école, avec les médias, avec tout un tas de choses. Les codes sociaux. Il y a des moments où certaines personnes, et d'autres moins, prennent conscience, ont envie de sortir, de réfléchir par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes, de se forger leur propre opinion. Vous n'avez pas souvenir de ce qui a pu... en événement déclencheur? Non. Ou en influence peut-être des livres, parce que vous lisez beaucoup. Oui, je pense qu'il y a les livres. Je pense aussi que le voyage, ça aide beaucoup, parce qu'on arrive à se réorienter. On n'est plus... je pense que le voyage nous permet à tout le monde d'avoir une manière de repenser son identité, en fait. Parce que notre identité, elle change par rapport à l'endroit où on se trouve, la manière dont on est identifié, la manière dont on est perçu. Je pense que le voyage m'a beaucoup permis de faire ça. Je pense que la culture queer m'a aussi beaucoup permis de faire ça. Je pense que du coup, en étant queer, c'est marrant, j'avais vu une image filer sur les réseaux Instagram où ça disait ce que la culture queer peut apprendre aux personnes hétéros. Par exemple, t'es pas obligé de te marier, t'es pas obligé de plaire comme ça, t'es pas obligé t'es pas obligé de rentrer dans le moule, t'es pas obligé dans la culture queer, t'es pas vraiment obligé de... Bon, maintenant je pense que la culture queer se rapproche du mainstream, vu que dans les pays où ce n'est pas illégal d'être queer, où ça se rapproche du coup hier, il y a eu une attaque homophobe et d'ailleurs raciste et xénophobe envers un acteur afro-américain gay.
Mais je trouve qu'en général, dans ces pays-là, puisqu'il y a une sorte d'acceptance, une visibilité aussi dans les médias, les réseaux sociaux, les films, etc., on se rapproche un peu du mainstream et du coup, il y a des moules dans lesquels... Une visibilité qui est en train de... Enfin, qui est beaucoup plus attaquée là aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années maintenant. Peut-être parce que la visibilité... Le plus qu'on se met en avant, parce que c'est comme pour le féminisme, du coup, dès qu'en fait les gens arrivent à voir et dès que surtout les minorités arrivent à mettre un mot, à identifier... je pense que le plus grand danger en fait dans la répression, une répression politique par exemple, c'est quand on dit mais dans notre pays il n'y a pas d'homosexuels par exemple, il n'y a pas de trans, par exemple si je pense à un pays d'Union, ex-Union soviétique. En Tchétchénie en ce moment par exemple, qui disent carrément à leurs enfants, aux parents tuez vos enfants LGBTQ, genre je trouve ça incroyable. J'ai lu que votre maman vous avait dit aussi que c'était un truc de blanc. Oui. Moi, au Népal, j'ai suivi pendant 4 mois, après les tremblements de terre, 6 personnes de 6 domaines différents, dont une ONG qui se battent beaucoup pour c'est le pays le plus gay-friendly de l'Asie du Sud-Est, le Népal. Et la personne que j'ai suivie de cette ONG pendant 4 mois est transgenre. Et donc, j'ai assisté à plein de trucs passionnants, mais notamment une rencontre avec des futurs enseignants où elle racontait son parcours pour les sensibiliser au sujet. Et en fait, les futurs enseignants, donc des jeunes Népalais, lui disaient « mais ça vient de l'Occident ». C'est une influence de l'Occident. Donc c'est curieux que partout on ait ce réflexe de dire non, c'est un truc de blanc ou ça vient de l'Occident. Ce qui est très drôle parce que l'Occident a eu des lois homophobes, des lois transphobes et tout. Ça vient d'ailleurs. Ça vient toujours d'ailleurs, mais surtout tous les pays qui disent que ça vient d'ailleurs, surtout des pays qui ont été colonisés. Surprise. Du coup, si on pense... Le Népal n'a pas été colonisé. Souvent. Oui. Mais c'est marrant, en tout cas. Même si le Népal n'a pas été colonisé, ça ne veut pas dire qu'il a subi une occupation ou qu'il a subi bien sûr, parce que l'Inde juste une à côté influence, était colonisée, donc il y a eu une influence assez forte de l'Occident. Par exemple, je trouve un des exemples... par exemple, le Japon n'a pas été colonisé. Mais, par exemple, les sirènes qu'on appelait les femmes qui faisaient de la plonge pour récupérer des coquillages, parce qu'elles s'enrichissaient avec ça, parce que les femmes en fait ont du gras subcutané, du coup arrivent à plonger beaucoup plus longtemps et beaucoup plus bas que les hommes en fait. Mais elles doivent le faire nues, sinon les vêtements en fait se refroidissent et elles peuvent prendre froid. Du coup, il y a plein de plongeuses qui plongeaient nues, récupéraient des coquillages, s'enrichissaient et sont au Japon, sur certaines côtes japonaises. Et quand les soldats, les Américains ont commencé à venir au Japon, c'est là qu'ils se disaient mais il faut vous couvrir à tout prix. Donc cette pratique a arrêté. Ce qui est fou, parce que ça veut dire que quelque chose qui n'a rien à voir avec la sensualité, qui a l'érotisation, qui est juste genre une pratique de j'ai pas envie d'avoir pris la crève, et moi j'ai envie de m'enrichir avec ce coquillage parce que ça vend bien. Et les femmes sont réprimées. Ça change la culture. Il y a quelque chose qui change la culture à jamais, alors que ça n'a jamais été mal vu, mal perçu. Oui. C'était juste une manière de plonger. Oui. Et ça, c'est une influence pour un pays qui n'a pas été colonisé par une occupation militaire. Mais c'est effectivement une influence qui arrive de l'extérieur et qui s'impose. Donc, ce qui est étranger justement à tous ces pays, c'est l'homophobie et c'est la transphobie. Parce que sur tout ce qui est des écrits anciens, des textes anciens, on retrouve l'homosexualité, les personnes de genres différents qui sont présentes dans tous les pays, dans toutes les cultures traditionnelles, dans tous les cultures anciennes. Dans le vaudou, c'était assez bien accepté. Dans le vaudou, c'est accepté aussi. Donc, il y a un documentaire sur ça avec Anne Lescaut, qu'Anne Lescaut a fait, qui s'appelle « Des dieux et des hommes ». Donc, ça n'a rien à voir avec ce n'est pas dans nos pays, c'est vraiment... ce n'est pas de nos pays depuis la colonisation, en fait, en général. Qu'est-ce que l'émerveillement, la capacité de s'émerveiller représente pour vous ? C'est une grande question. Je pense que c'est accepter qu'on est toujours élève, qu'on reste élève jusqu'à la fin de sa vie. Même on apprend à mourir, en fait. On apprend à mourir tranquillement au cours de sa vie et parfois plus vite quand on est malade.
quand on sait qu'on est malade en tout cas. Mais je pense que je suis en apprentissage permanent. Je pense que je continue à prendre des cours de choses. Hier soir, par exemple, j'ai fait mon premier DJ set. Donc j'aime apprendre de nouvelles choses. Par exemple, je me suis cassé la gueule sur certains trucs hier soir. Mais je pense que la capacité d'émerveillement, c'est accepter qu'on sera toujours élève. Je pense qu'on n'est jamais maîtrisé quoi que ce soit. Si on a maîtrisé quelque chose, je pense que c'est la mort de cet amour. Mais c'est aussi avoir une admiration, une profonde admiration et un respect pour quelque chose. Je pense que l'émerveillement, c'est une admiration et un respect surtout. L'émerveillement, c'est pas vouloir manger, c'est pas vouloir absorber. Et c'est plutôt être capable être satisfait à juste être présent et absorber de manière avec une distance sans nécessairement vouloir toucher ou changer quelque chose. Je pense que l'émerveillement, ça reste quelque chose de passif plutôt qu'actif. C'est quelque chose qu'on nous donne en fait. La dernière question donc, qui est liée à celle-ci, c'est vous êtes sensible au fait d'être capable de porter un regard d'enfant sur les choses. Comment préservez-vous, comment cultivez-vous ce regard-là? Parce que beaucoup de gens le perdent. Oh, je pense que non. Non, je pense que j'aime beaucoup Rihanna, par exemple. Je pense que Rihanna, elle a un regard d'enfant sur les choses et je pense que c'est quelqu'un qui se fait plaisir. Et je pense que les enfants, ils ont cette capacité à identifier automatiquement les choses qui leur font plaisir et les choses qui ne leur font pas plaisir. Après ça, je pense que c'est super important. Les gens ne sont pas des choses. Et si on est capable de transposer ça à notre contact avec les autres humains et aussi à notre capacité de pouvoir être empathique et de ressentir ce que ressentent les gens et de leur proposer quelque chose tout en étant respectueux et de leurs besoins, respectueux de leurs sentiments, de leur vécu. Je pense que c'est assez facile de partir du principe que mais il y a deux cafés qui se font en même temps. On parlait d'empathie et de passer par le plaisir. Et je pense que les gens, s'ils perdent ce regard d'enfant, c'est parce que les gens, surtout en formatage social, ont tendance à oublier ce qu'ils aiment vraiment. Et si on oublie ce qu'on aime vraiment, si on oublie d'identifier ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait plaisir, du coup, c'est un peu la mort, un petit peu, mais pas la bonne. Je pense que vous fonctionnez comme ça dans la musique. Oui, tout à fait. Genre, ça me plaît, ça me plaît, c'est beau. Est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que ça me surprend? Est-ce que c'est curieux? En général, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les casse-têtes, donc je travaille comme ça. La musique, en général, ça me paraît comme un casse-tête que je n'arrive pas à résoudre. Et donc, je passe énormément de temps dessus. Genre, la Radio Sillonne, ça a été un plaisir à travailler dessus parce que c'était des cassettes. C'était comment est-ce que je récupérais ces livres, comment est-ce que je parlais à telle personne, comment est-ce que j'ai rentré en contact. J'ai passé 6 mois à essayer de rentrer en contact avec une personne pour une interview de 10 minutes. Du coup, je pense que partir du plaisir et partir de l'empathie avec les autres, l'empathie, ça me permet vraiment de connecter aux gens, je pense. Mais garder l'âme d'enfant, c'est aussi garder cette capacité d'empathie. Parce que quand vous avez raconté dans Boomerang qu'à l'église, petites filles noires, comme plein d'autres petites filles noires, à un moment se font rejeter de façon violente et incroyablement injuste. Elles arrivent avec toute leur innocence et on les rejette juste à cause de cette couleur de peau. Ensuite, votre mère qui vous rejette parce que vous êtes homosexuel de façon aussi très violente. Donc, on pourrait s'attendre à ce que vous soyez aigrie, haineuse. Vous avez, quand on parle de vous dans les médias, c'est toujours Mélissa Lavo, solaire, c'est toujours quelque chose de très souriant, de très lumineux, de très vif. Je pense que c'est... Moi, j'ai des moments venimeux et j'ai des moments de colère. Je pense que c'est important d'avoir ces moments de colère aussi. On a le droit d'être en colère.
Mais je pense vous en faites quelque chose de constructif. Ouais, et je me les autorise aussi. Je pense qu'il y a énormément de colère qui engendre plus de colère parce qu'on ne s'autorise pas à être en colère. Et j'essaye de vraiment peser mes mots, mais aussi peser mes émotions et d'être un peu consciente de comment est-ce que je me sens en fait. Et pour moi c'est assez important d'avoir le temps de faire ça en fait. Et ça passe par l'écriture. Je pense que dès qu'on chronique, en fait, on garde une chronique de comment on se sentait à tel moment quand telle chose nous est arrivée. Ça nous permet de déconstruire cette situation et ça nous permet de passer le cap de cette blessure, d'une sorte de déchirure qui s'est passée à ce moment-là. Moi, je sais comment je le sentais à l'époque où j'avais mon coming out et ma mère m'a rejetée. Il y a eu d'autres confrontations après ce moment-là aussi que j'arrive à déconstruire. Et je sais que ma mère, elle a vécu sa vie, elle a vécu son chemin, elle continue à vivre son chemin. Moi, je continue à vivre le mien. J'ai pu poser des limites à ce que j'arrive à accepter et ce que j'arrive pas à accepter, tout simplement. Ça fait 9 ans que je ne parle plus à ma mère. Je ne parle plus. Je parle parfois à mon père, des fois. Mais non, ma famille a fait son choix. Et voilà, la seule chose à laquelle je répondrais, c'est à une expression qu'elle va accepter ce qu'elle a fait, qu'elle va accepter qu'elle a fait c'était mal et de s'excuser. Elle n'arrive pas à faire ça. Donc ça fait 8 ans qu'elle n'a toujours pas réussi à faire ça. 9 ans. Je pense qu'elle a eu je lui ai vraiment fait du mal avec ce coming out. Je lui ai vraiment fait du mal avec mes opinions. Pour elle ça lui fait mal. Elle n'arrive pas à englober ça, quoi. Non. Ok. L'album, vous le portez sur scène maintenant. Ça fait 1 an qu'il est sorti déjà et vous le portez donc toujours sur scène. Le prochain album est déjà en route. Mais j'ai 50 000 pistes pour différents albums. Oui, donc vous êtes sur plein de projets. Je suis sur plein de projets, oui. Donc c'est difficile de me concentrer. Donc c'est pas les idées qui manquent. C'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Oui, le temps. Ok. Mélissa Lavo, pour des problèmes de SNCF et de TGV, de neige, c'était très compliqué de réussir à faire cette interview. Donc merci de m'avoir attendu et accordé un moment dans votre emploi du temps, vous aussi très chargé. Je vous souhaite une vraiment très bonne continuation. J'ai été très touchée par votre album. Je trouve que vous êtes une très belle personnalité. Gardez tout ça, gardez votre âme d'enfant. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet Planet sur le site sosweetplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff.